Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans Mixing Génération, le podcast qui s'intéresse à la transmission entre les générations. Je m'appelle Mélissa Asli-Petit, je suis docteure en sociologie sur la thématique du vieillissement et des relations multigénérationnelles. J'ai décidé de lancer un podcast pour réinventer le regard sur le vieillissement. Je crois que mixer les générations, c'est ce qui changera le monde. Alors je veux donner la parole à des invités qui, par leur expérience de vie, par leurs actions, changent le monde et créent de meilleures conditions de vie pour les plus âgés, mais aussi pour nous, parce que cela nous concerne tous. Dans ce podcast, j'espère que vous serez inspirés et que vous aurez envie de créer ensemble un monde mélangé, ouvert, plus coloré, et surtout que vous prendrez conscience du lien puissant qui nous unit. Aujourd'hui, mes invités sont deux sœurs, Pauline Torregrossa et Lucille Torregrossa. Pauline est illustratrice et médiatrice culturelle et Lucille, directrice de l'association francophone pour vaincre les douleurs et aussi journaliste. Vous nous direz si je me suis trompée ou pas dans vos présentations. Elles ont toutes les deux sorti un roman graphique intitulé Vivace aux éditions Les Ronds dans l'eau en novembre 2021. Un livre qui parle de transmission, de femmes et d'écologie, avec deux personnages principaux, une grand-mère Marthe et une petite fille Inaya. Alors tout d'abord, merci à vous deux d'avoir accepté mon invitation. Merci de nous avoir invités. Merci beaucoup. C'est super. Pour commencer, je me demandais quelle était la genèse de votre livre et aussi comment de vos parcours différents vous vous êtes dit, écrivons ensemble un roman graphique. Alors à la base, en fait, ça a commencé il y a peut-être 4 ou 5 ans. Je travaillais pour une association qui s'appelle le Fonds pour les femmes en Méditerranée. Et donc, en fait, à un moment, dans le cadre d'une mission de plaidoyer, je cherchais pas mal de statistiques sur les inégalités de genre, par exemple, pendant les catastrophes climatiques. Et je me suis rendu compte que les femmes étaient beaucoup plus violemment, en fait, affectées dans tout un tas de situations. Et donc j'ai commencé à chercher pourquoi en fait. Et en même temps, j'étais entourée par des femmes engagées dans des mouvements écolos et féministes et qui m'ont pas mal aidée à faire ce lien de voilà, les femmes vont être en première ligne ou vont être plus assignées aux soins des membres du foyer, à la gestion de la nourriture, de l'eau. Du coup, elles vont être les premières mobilisées. Et puis, et moi, j'avais aussi donc déjà envie de partager toutes mes recherches parce que je me rendais compte qu'il y avait plein de mouvements menés par des femmes qui arrivaient à faire des choses incroyables en fait. Et j'avais besoin de ces récits positifs. Et c'était aussi un moment où il n'y avait pas encore eu les premières manifestations climat. C'est-à-dire qu'on n'entendait pas encore parler de Greta Thunberg. Et moi, en fait, je voyais un paysage politique avec surtout des hommes qui parlaient pas du tout de ces questions-là. Et j'avais vraiment besoin de récits qui me donnent de l'énergie, en fait. Et où je me sente aussi représentée. Et donc, j'ai fait ces recherches et en fait, je voulais partager toutes ces statistiques qui expliquaient pourquoi les femmes vont plus mourir lors d'une canicule. Et en fait, j'avais besoin de Lucille pour me relire, parce que donc elle est journaliste, et pour vérifier que les infos étaient fiables, savoir comment les mobiliser. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à beaucoup t'appeler en renfort. Et donc pour faire une BD qui devait faire quelques pages pour les réseaux sociaux en fait. Et c'est comme ça que t'es arrivée dans le game et que tu m'as beaucoup aidée. Et puis il y a aussi eu un moment en fait, plus ça allait, plus j'avais de matière, de récits de victoire que je voulais partager. Et à un moment, toi, tu t'es formée à l'écriture de scénarios et tu m'as aussi fait comprendre que, en fait, on avait besoin de personnages à qui s'attacher. Plus cette histoire agrandissait, plus on avait aussi besoin que ce soit une vraie histoire avec une trame narrative, en fait, et pas juste un catalogue de mobilisation. Et c'était aussi une manière d'aller un peu plus dans l'émotion et de parler à un public plus large que de créer une histoire autour de ça. Donc là, c'est vraiment c'est toi qui as beaucoup repris le truc. Il y avait aussi, tu me dis si c'est exact, mais je parle sous ton contrôle, mais il y avait aussi cette question, Pauline est arrivée et moi aussi m'a fait découvrir tous ces sujets, donc j'arrivais avec un œil un peu naïf aussi, et elle voulait vraiment mettre en valeur, et c'est ce qu'elle m'a fait découvrir, le fait qu'en fait,
il n'y a pas que des figures médiatiques, des icônes, des femmes incroyables qui seraient meilleures que nous et qui se seraient engagées. C'est en fait des femmes anonymes qui, avec leur force, avec leur faiblesse, ont agi pour défendre leurs droits, leur environnement, leur santé, celle de leurs proches. Et du coup, il y avait ce côté, il y a des femmes anonymes et des milliers, des millions de femmes qui agissent et avec ce qu'elles sont. Et c'est vrai que pour incarner ça, voilà, on s'est rendu compte qu'en fait, si on voulait juste raconter et faire un déroulé un peu, le déroulé des idées, expliquer, bah, il manquait cette chair, en fait. Et c'est pour ça qu'on est parti. Donc oui, parce que du coup, on s'est dit, bah, faudrait peut-être écrire un scénario. Et moi, je lui ai dit, bah, super, mais je sais pas faire. Donc j'ai pris un cours de scénario en espérant un peu trouver des réponses sur comment faire pour valoriser tout ce que Pauline avait envie de dire et tout ce qu'elle avait découvert et que j'avais découvert grâce à elle. Et du coup, l'idée de partir sur de la fiction s'est imposée parce qu'on s'est dit, en fait, il faut qu'on puisse incarner aussi ce côté des femmes anonymes qui ont des vies normales, entre guillemets, mais qui font avancer les choses tous les jours à leur échelle. Ouais, c'est exactement ça. Mais vous auriez pu prendre d'autres types de femmes. Là, vous avez choisi une grand-mère, des petites filles. Bien sûr, il y a d'autres femmes aussi dans l'ouvrage, mais pourquoi avoir choisi ces personnifications-là, en fait? On est très touché par ces questions de transmission. Je pense qu'on est dans une famille où des transmissions ne se sont pas toujours faites et que finalement, au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte aussi que c'est pas parce que quelque chose ne nous est pas transmis qu'on ne peut pas aller le chercher ailleurs. Et moi, je sais que personnellement, j'ai besoin de figures âgées dans ma vie, de personnes âgées. Moi, j'ai besoin d'être en lien avec des personnes plus âgées que moi, avec des bébés, avec des enfants. Je me sens mieux quand j'ai des gens de tous âges autour de moi. Je me sens plus ancrée dans quelque chose de... Enfin, je sais pas exactement comment le définir, mais c'est vrai que l'inspiration de Marthe, c'est plusieurs personnes qui ont pu nous inspirer, pas forcément les personnes qu'on aurait pu croire traditionnellement, ça peut être nos parents ou nos grands-parents, il y a des espèces de lignées, et en fait la transmission, bah, des fois elle vient de personnes qu'on n'aurait pas imaginées, et puis on s'invente aussi des transmissions, on s'invente des héritages, et c'est le cas dans les milieux militants, on en parlera peut-être. Donc on mobilise d'autres héritages, et voilà, je pense que c'est... Enfin, en tout cas, oui, on était très sensible à la transmission pour ça. Qu'est-ce qu'on en fait des héritages qu'on a eus ou pas? Tu dis qu'il y a plusieurs sources d'inspiration, ou voir celles qu'on s'imagine, quelles sont-elles? Et puis, en même temps, je me demandais, ces transmissions, ce qui ne se font pas, comment on va chercher véritablement ces autres héritages? On les cherche où? On se pose quelles questions? Moi, j'ai l'impression que il y a beaucoup de choses différentes. Par exemple, bah déjà graphiquement, Marthe, c'est une femme de notre famille, l'épouse de notre grand-oncle. Donc biologiquement, on n'a pas de lien avec elle, mais c'est notre grande-tante, quoi. Enfin voilà. Et on allait souvent en vacances chez eux. Elle s'appelle Nicole, faut lui rendre justice. Et c'est vrai que quand notre mère a refermé le livre ou a vu les premières images de Marthe, elle nous a tout de suite dit ah mais c'est Nicole en fait, parce que vraiment physiquement elle lui ressemble beaucoup. Et j'avais aussi envie que, je pense que ça s'est fait inconsciemment au début, mais j'avais vraiment envie qu'elle soit bah réelle quoi, enfin qu'elle soit comment dire complète, que ce soit pas une image polissée d'une grand-mère. Et tout à l'heure, on en parlait un peu. Tu me disais que il y avait d'autres personnes dans notre famille aussi, pas forcément des femmes d'ailleurs, mais donc qui étaient dans Marthe. Oui, en fait, l'idée, c'est que finalement, Nicole, par exemple, pour moi, elle a joué aussi un rôle de grand-mère en me transmettant certaines choses qui n'avaient pas pu m'être transmises par mes grands-mères, par nos 2 grands-mères à nous, pour des raisons, voilà, chaque famille peut être compliquée et des fois, ben, il y a des choses qui se font pas forcément. Et ben, du coup, voilà, cette grande-tante, elle nous a transmis des choses et moi, elle m'a transmis des choses et c'est une sorte de figure de grand-mère, dont j'ai besoin et c'est vrai que son mari aussi, mine de rien, lui m'apprend énormément et on n'est pas toujours d'accord mais c'est toujours hyper enrichissant de parler avec lui et finalement c'est le frère de notre grand-père, un grand-père qui est décédé aujourd'hui mais qu'on a
qu'on aime beaucoup toujours et qui a vraiment eu, je pense, un impact sur nous tous par cette envie justement de transmettre. Il avait envie de nous transmettre son histoire, il avait envie de nous transmettre ce qui l'intéressait, même si on n'était pas toujours réceptifs, hein, mais il avait envie de nous transmettre et d'être en lien sincère avec ses petits-enfants. Et ça, je pense que ça nous a beaucoup marqué. Quelque chose qu'on n'a pas forcément retrouvé ailleurs. Et du coup, Marthe, c'était vraiment ça. C'était quelqu'un avec des valeurs morales très fortes, des convictions, tout en étant aussi dans la douceur, l'attention et le lien avec les autres. C'est ça, c'est une personne réelle. Mais en même temps, c'est une sorte de grand-mère géniale. Enfin, moi, c'est ma grand-mère. Ouais, c'est la meilleure grand-mère qui soit, je trouve. C'est une sorte de grand-mère idéale. Elle est réelle et on peut être idéal en étant réel, avec ses défauts, avec son physique qui est pas un physique de star, entre guillemets. On peut. Je pense que c'est pas incompatible. Ouais, et puis autour d'elle, elle crée aussi quelque chose qui, par exemple, qu'on a vécu aussi, par exemple, la scène où il y a toutes les copines qui viennent prendre un mojito, là, le club poésie. Pour moi, c'est vraiment les moments où notre mère rassemble toutes ses copines, et où nous, on n'est pas loin et on bénéficie de ce cocon de solidarité, d'histoires qu'on raconte, de soutien. Donc il y a aussi de ça, je trouve. Mais c'est vrai qu'on a envie de faire partie de ce club de poésie, hein. Moi aussi, franchement, je veux trop y participer. Non, c'est vrai. Marthe, je trouve que c'est vraiment cette grand-mère présente, qui est rassurante, accueillante, qui transmet, qui écoute ses petites filles et qui sait, je dirais, avoir ouais, une écoute bienveillante pour que les petites filles puissent aussi se confier. Mais à un moment donné, on a l'impression qu'elle est malade, mais on ne sait pas trop où ça va, on ne sait pas vraiment si elle l'est ou pas. Et donc, de fait, est-ce que, Marthe, est-ce que les grand-mères peuvent aussi se confier malgré tout? Est-ce que cette transmission dont vous parlez, elle peut aussi se faire, je dirais, de manière inversée? On peut être là pour elles, mais est-ce qu'elles acceptent qu'on soit là pour elles, quoi? En fait, ouais, il y avait cette idée que le récit était tourné autour du lien avec ses petites filles et de comment, notamment, Inaya allait pouvoir traverser certaines épreuves de sa vie et sur quoi elle allait pouvoir s'appuyer pour traverser ces épreuves, sur quel récit justement, quel récit allait pouvoir lui donner de la force. Et c'est vrai que bon, le roman en graphique fait déjà 120 pages et ça a été un énorme travail, d'autant plus pour Pauline qui a fait un travail d'illustration vraiment très précis, qui a pris beaucoup de temps. Et du coup, c'est vrai que parler de sa maladie, je voyais pas trop pourquoi. Mais après, à titre complètement personnel, je suis persuadée que on doit donner de l'espace à nos grands-mères, qu'elles soient nos grands-mères biologiques ou non, pour se confier, pour être vulnérables et pour être aidées. Et que ça, c'est très important. Et je pense qu'à titre personnel, notre grand-père, qui a une longue maladie, j'aime à penser qu'on a pu être là et qu'on a pu faire des petits gestes quand il était à l'hôpital ou dans des moments difficiles, ben tout simplement être là pour lui comme il a pu être là pour nous. Mm. Mais c'est intéressant, oui, de se dire que bah, nous aussi, face à des grands-parents, je dirais au sens large, on leur permet d'être vulnérables à différents moments pour pouvoir accueillir leurs paroles également, quoi. Comme d'une certaine manière, eh bien, Marthe accueille la parole d'Inaya. Vous parlez des luttes. Ces luttes, elles peuvent être inspirantes pour les nouvelles générations? Tu hoches de la tête. Moi, en fait, justement, juste avant qu'on commence l'enregistrement, on a Vivace pas loin. Et en fait, on a eu une discussion sur le dernier rapport du GIEC. Discussion qui est quand même super angoissante parce que le dernier rapport est hyper angoissant. Et en fait, de là, enfin, de feuilleter Vivace juste avant de commencer, ça m'a vraiment redonné de l'énergie. Je suis retombée sur l'histoire du mouvement de la ceinture verte et je me suis dit, mais oui, tout me paraît plus simple et j'ai beaucoup plus d'énergie en fait quand je regarde ces récits-là et quand je pense à cet imaginaire-là. Et je me suis dit, mais en fait, c'est génial parce que, en tout cas, c'était l'effet escompté dans Vivace, c'était l'objectif aussi
de pouvoir permettre aux gens d'avoir de l'énergie avec des récits qui soient porteurs. En tout cas, je vois que ça marche sur moi. Donc j'espère que ça marche aussi sur des personnes plus jeunes, de génération au-dessous de la mienne. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense que c'est vraiment nécessaire, ces récits, justement pour avancer. J'ai travaillé dernièrement pour un autre projet, notamment sur cette question des récits et des récits, aussi bien des récits de lutte que des imaginaires. Et j'ai la sensation que vraiment, on a besoin de sortir des imaginaires de catastrophe, d'impuissance, de solitude face d'inaction. Je pense qu'on a vraiment besoin de sortir de ces imaginaires. Et pour ça, il faut en créer d'autres, il faut être en lien, il faut se rappeler qu'en fait, il y a eu des générations et des générations et des générations avant nous qui ont fait des choses. Et par exemple, l'histoire de Plogoff, je trouve ça assez intéressant parce que, bon, moi, je l'ai découverte en faisant des recherches pour Pauline. Et un peu au début du projet, j'étais mais c'est incroyable, je ne connaissais pas cette histoire alors qu'elle est quand même folle et que elle circule finalement plutôt dans les milieux antinucléaires de manière assez confidentielle. Et j'ai constaté au fur et à mesure aussi que nous, notre projet, qu'on s'en est emparé, d'autres personnes s'en sont emparées. Moi, j'ai rencontré ça, Plogoff, voilà, on en parle dans d'autres événements qui sont liés à la lutte contre le nucléaire ou à la lutte contre l'enfouissement des déchets nucléaires, par exemple à Bure. C'est des luttes qu'on peut aujourd'hui mobiliser. Et je pense que j'en avais discuté avec Nicole Le Garec, qui a fait un super film avec son mari, qui a réalisé un film qui s'appelle Des pierres contre des fusils, au sujet de Plogoff. Et ils ont été les seuls à documenter vraiment au jour le jour cette lutte. Ils ont vraiment été sur place, toutes leurs économies ont été, c'était vraiment quelque chose, ils ont été très convaincus. Et en fait, ils ont fait ce film il y a une quarantaine d'années. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce film continue à vivre, il continue à percevoir quelques droits parce qu'il y a toujours des gens qui vont les louer, qui vont faire des diffusions. Il a été restauré, donc là aussi, ça a donné des nouvelles projections. Et ce que Nicole Le Garec me disait, c'est qu'en fait, à chaque fois, les questions des gens étaient différentes. Les questions des gens étaient différentes, ce qui les touchait était différent. Et en ce moment, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à ce film, qui s'intéressent à cette lutte, de jeunes militantes notamment. Et la figure qui émerge, c'est la figure de la grand-mère. Il y a une scène, en fait, où il y a des grand-mères qui servent le café et des crêpes à leurs petits-enfants, qui disent qu'elles se battent pour eux, qui parlent de ce qui est en train de se passer. Et on sent de manière très forte ce lien entre générations. Et ce qu'elle me disait, c'est qu'en fait, cette scène, c'était très banal et personne n'en a parlé pendant plusieurs décennies. Et qu'aujourd'hui, en fait, et je pense que ça montre bien ce besoin de transmission, ce besoin de s'ancrer, que ce soit dans ces luttes, que ce soit dans la vie quotidienne, de s'ancrer et d'avoir cette figure de la grand-mère. Et je trouvais ça hyper intéressant. Ce besoin, voilà, ce besoin de transmission intergénérationnelle, que ce soit quand on s'inscrit dans des histoires de lutte ou dans des histoires personnelles, je pense. Ouais. Et ce film, c'est vraiment sur lui que je me suis basée pour dessiner toutes les scènes autour de Plogoff. C'est vraiment de ces images d'archives que je suis partie. Et effectivement, il y a des images de femmes qui ont la soixantaine, qui ont 70 ans en fait, c'est lorsqu'elles prennent le bus pour aller manifester à Rennes. Et en fait, c'est génial parce qu'il y a ces images d'elles où on les voit, elles sont assises dans le bus, elles tricotent, elles s'interpellent et elles ont leur lance-pierre accrochée chacune à leur cou. Enfin bref, c'est plein de détails comme ça qui sont assez réjouissants et inspirants. Ouais, en plus, je pense que ça... Enfin, je me permets, tu nous dis si on est trop longue, hein, mais moi, je trouve que c'est aussi inspirant de rappeler qu'en fait, on est un sujet politique et qu'on peut agir. On est dans une société qui a tendance à invisibiliser de grandes parts des catégories de population et les personnes âgées en font partie. Et je trouve que c'est ça aussi que ça apporte, ça nous rappelle notre pouvoir d'agir et notre notre pouvoir politique, quel que soit notre âge, et qu'en fait, on va tous devenir vieux et vieilles. Je pense qu'on a tendance à l'oublier énormément dans notre société. Mais faut aussi qu'on ait des modèles, des gens vers qui se projeter. Et moi, si je dois avoir
un lance-pierre avec mon tricot à 70-75 ans, bah oui, ok. Mais oui, tellement. Franchement, je veux bien. En tous les cas, ça donne envie. Mais ce que je trouve intéressant, c'est le rapport du GIEC ou même tous ces types de rapports, c'est tellement éloigné de nous en tous les cas, même si en effet ils donnent des chiffres, ils expliquent, mais on a besoin, alors ça c'est personnel, mais je trouve que c'est personnifié, plus on comprend certains mouvements, plus c'est aussi parlant dans le visuel, mais dans l'émotionnel, eh bien on peut aussi à la fois s'engager, on se dit que c'est possible et qu'on peut faire évoluer les choses. Et à la fois, là vous parlez de Plogoff, mais il y a aussi donc la ceinture verte, et cette femme, elle a quand même, je trouve, fait évoluer les choses en plantant ses arbres, et c'est intéressant aussi de la mettre en avant, et la manière aussi dont vous l'avez illustrée dans son histoire. Peut-être rappeler rapidement aussi ce qu'est la ceinture verte, quoi, je vous laisse faire. Et Vas-y, eh oui. Donc le mouvement de la ceinture verte, c'est un mouvement qui a été créé dans les années 70. Je donnerai pas de date précise pour ne pas faire d'erreur, mais un mouvement qui a été créé dans les années 70 par Wangari Maathai. Donc c'était une femme brillante qui a fait des grandes études, qui a été docteur en biologie vétérinaire et qui en fait avait constaté que au Kenya, il y avait des grandes monocultures de thé, de café qui ont été implantées pendant la colonisation. Ensuite, c'est un modèle qui a été implanté pendant la colonisation de grandes cultures qui ont détruit, on va dire, les écosystèmes existants et qui, de fait, ont privé les gens d'un mode de vie qu'ils avaient. Alors pour être plus précise, les femmes qui sont en charge d'aller chercher du bois, qui sont en charge voilà, de la gestion des ressources du foyer, tout d'un coup, avec la déforestation, faut marcher beaucoup plus pour trouver du bois. Tout est plus compliqué, en fait, et ça impactait vraiment leur vie quotidienne. Et du coup, de ce constat de terrain est partie l'envie de participer à une reforestation, de prendre soin de ce qui restait, des arbres, des forêts qui restaient, et surtout de créer une dynamique, je dirais, d'émulation, de prise de pouvoir par les femmes, de projets de reforestation, de pépinières. Et aujourd'hui, voilà, ils ont plusieurs millions d'arbres replantés parce que c'est un mouvement qui existe toujours. Et c'est vrai que c'est un très beau succès qui inspire beaucoup les milieux militants. Et c'est comme ça que nous, on a découvert cette histoire. Et je pense ce qui est vraiment super, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que quand je me suis plongée dans cette histoire, j'avais une vision un peu idyllique. Wangari Maathai, la femme qui plante des arbres, toutes ces femmes qui plantent des arbres, c'est très beau. Et en fait, je pense que en cherchant et en s'intéressant plus, on a découvert un personnage bien plus complexe, bien plus, oui, complexe que ce qu'on avait pu imaginer. Et ça, c'est aussi vraiment enrichissant de pouvoir découvrir des personnalités très fortes comme ça, qui ont des parcours incroyables et qui ont agi et entraîné des milliers de personnes à leur suite. Oui, tout à fait. Il y avait aussi, on avait aussi envie de justement sortir d'une vision très douce, maternelle, qui est, enfin voilà, que je critique pas forcément, mais qui parfois, en tout cas, est la seule, surtout quand c'est accolé à des femmes qui, en tant que sujet politique, vont mener des actions. Par exemple, on s'était posé la question de est-ce qu'on parle du mouvement Chipko en Inde, et en fait je trouve que par exemple sur ce mouvement il y a beaucoup ce truc de ces femmes qui étreignent les arbres, c'est un truc très douce et on enlève toute la dimension politique. Et là Wangari Maathai, je trouve que c'est un peu pareil, en tout cas en feuilletant différents livres au rayon jeunesse par exemple de librairie, quand elle était évoquée, c'était vraiment un truc de mère des arbres. Sans dire qu'en fait, elle avait aussi combattu pour une justice sociale, et c'est ce qu'on a voulu montrer dans le passage où en fait elles font une grève de la faim, et où elle a été dans des luttes politiques aussi très complexes. Et donc ouais, on avait envie de remettre cette dimension un peu au cœur de notre roman graphique. Et
Et en fait, elle nous paraissait intéressante parce qu'elle fait aussi le lien entre colonisation et déforestation. C'est-à-dire qu'on voulait en fait expliquer pas mal de choses avec Vivace, sans pour autant faire un cours sur le patriarcat, le capitalisme, la colonisation. Enfin, on voulait faire quelque chose de plus subtil. Et en tout cas, là, c'est vrai que son exemple, le mouvement de la ceinture verte, montre pas mal de choses dans les. Voilà, en fait, c'est son pays. En tout cas, ces femmes, elles n'avaient plus d'arbres fruitiers pour nourrir leurs enfants parce que il y avait un empire colonial qui était passé par là, ce genre de choses. Et donc, elles ont trouvé des solutions à ça. Donc voilà, c'était pour remettre un peu de complexité aussi dans tout ça. Et voilà. Sur le sujet, oui. Ouais, juste pour compléter, moi, ce que ça m'a aussi beaucoup apporté, tout ce que Pauline a pu me faire découvrir, c'est qu'en fait, le lien entre les femmes, l'environnement, ben, ça a tout à voir avec la justice sociale, les questions du modèle économique, du capitalisme, de la colonisation. Ça, c'est lié avec plein de systèmes de domination et, et c'est très loin d'une image idyllique. Ouais. Qui n'empêche absolument pas qu'on peut en tirer de la force, et d'autant plus quand on a une vision complexe comme ça. Enfin, Wangari Maathai, moi, de voir les images où elle a été physiquement au combat avec des forces de l'ordre, mais comme à Plogoff de manière différente aussi. Et aujourd'hui, il y a aussi des militantes, des militants qui vont physiquement prendre des risques aussi pour les causes qu'ils défendent. Et c'est quelque chose de dangereux, qu'on n'est pas toujours prêt à faire, et c'est OK. Et voilà, et les femmes sont là-dedans aussi. On peut être à la fois dans quelque chose de doux, très bien, mais on peut aussi s'affronter, être dans de la violence, et voir, voilà, c'est une inspiration. En tout cas, ça a rendu cette figure que je connaissais de manière peut-être un peu édulcorée, encore plus complexe et inspirante. Ouais. Et je rajoute encore quelque chose, après tu pourras couper si jamais on est trop longue sur cette question. Et c'est vrai qu'elle a été donc prix Nobel, mais en fait on l'a pas mise dans Vivace pour ça, parce que il peut y avoir aussi un peu cette tendance parfois, en tout cas d'un point de vue éditorial, pas mal de maisons d'édition ont aussi fait des choses sur ces femmes inspirantes, et c'est super, hein, il y a eu plein d'ouvrages sur les femmes pionnières, et on a besoin de ces récits, mais on a aussi besoin d'autres figures que des femmes prix Nobel, sinon on a la pression, quoi. Et donc nous, c'était pas tellement pour ça qu'on l'avait choisi, mais parce que son exemple montrait vraiment la complexité des enjeux dans laquelle elle était, comment tous ces systèmes de domination ils s'imbriquent. Pour nous, elle illustrait assez bien tout ça. Mais c'est vrai que c'est intéressant avec Wangari Maathai, c'est que à la fois vous montrez une femme qui n'est pas lisse, et les femmes ne sont pas lisses. On a toutes, je dirais, des subtilités et des complexités, mais en effet aussi que un problème là sur l'écologie, en fait, et renvoie à des questions systémiques qui sont liées, mais qui ont des impacts sur la vie des gens, et que ces individus peuvent agir. Et c'est ça qui est intéressant jusqu'à la fin dans le livre, quoi. C'est-à-dire que voilà, on voit que c'est les individus et les personnages peuvent aussi agir. Et peut-être que, en effet, ce que vous avez dit, c'est que aujourd'hui, des fois, on n'a pas toujours cette impression qu'on peut être dans l'action, mais au final, on peut l'être. Il faut juste nous mettre en lumière des modèles, des actions, pour que nous-mêmes, on puisse se dire c'est possible, voire pour en rejoindre aussi certains qui existent. Et peut-être une lutte, alors je ne sais pas si c'est vraiment une lutte, mais bon, en tous les cas, un sujet que vous évoquez, vous dites à un moment donné, vous parlez de la canicule. Et quoi, en tous les cas, il y a une canicule, et donc que des personnes âgées crèvent de chaleur toutes seules dans leur maison. C'est vos mots. Et qu'elles sont de plus en plus nombreuses et seules. Alors moi, c'est un sujet qui m'interpelle, qui m'intéresse, tout simplement parce que les femmes âgées, seules, qui en plus pourraient être précaires, c'est un vrai sujet souvent évincé. Pourquoi vous abordez ce sujet, et quel a été l'intérêt pour vous de lier à la fois climat et question là du vieillissement? En fait, donc on avait cette statistique sur la surmortalité des femmes.
Alors, il est de combien d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on avait mis dans la première BD destinée aux réseaux sociaux? Je me souviens pas. Mais en fait, c'était cette BD, elle est toujours sur mon Instagram, sur Facebook. Mais en fait, ce qui nous a intéressés, c'est que c'était le nombre de décès attendus euh, chez les femmes qui était supérieur à celui attendu chez les hommes. Parce que la question de la pauvreté, du fait qu'elles sont plus seules, en fait, avait pas du tout été prise en compte et que, en fait, les femmes étaient beaucoup plus mortes que ce qu'on aurait pu imaginer pendant la canicule. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est un truc qu'on a beaucoup travaillé. D'ailleurs, je reprends Vivace là. Qu'est-ce qu'on dit exactement? C'est au début. Moi, je l'ai noté par Que chapitre. en Oui, gros, c'est là. Ouais, on mm, n'a pas mis de statistiques justement. ouais, on n'a pas mis de statistiques. Alors de mémoire, en fait, on avait du mal à se débrouiller avec les statistiques. Et j'ai compris après pourquoi en me replongeant donc pour ce podcast sur lequel j'ai travaillé pendant plusieurs mois. J'ai compris après et on n'avait pas voulu embrouiller les gens et que on s'est dit voilà, l'idée qu'on veut faire passer c'est ça, c'est que les femmes sont plus impactées par les canicules et qu'elles vont mourir en surnombre. Sauf qu'en fait, il y a je pense un préjugé qui est oui, mais elles sont plus vieilles. Donc forcément, c'est les plus vieux qui meurent, donc elles meurent en surnombre. Nous, quand on en parlait autour de nous, c'était ça qu'on nous disait. Et du coup, c'est compliqué sur un sujet comme ça on n'avait pas envie non plus comment dire, d'amoindrir le message et qu'on nous dise parce qu'en fait pour expliquer pourquoi les femmes meurent en surnombre, eh ben il faut tirer pas mal de fils et c'est tous ces fils qui lient les femmes et le climat, c'est qu'en fait le climat, les catastrophes naturelles, on dit que c'est des catastrophes naturelles mais en fait elles n'ont rien de naturel, elles ne sont catastrophes que parce qu'elles touchent des sociétés humaines et que parce qu'elles touchent des sociétés humaines qui sont au sein desquelles il y a des rapports de domination, il y a des hiérarchies, il y a des inégalités. Et c'est ça, en fait, que le climat et le changement climatique actuel révèle. Le changement climatique, aujourd'hui, touche plus les personnes pauvres, touche plus va toucher de manière disproportionnée les femmes. Voilà. Donc, en fait, ces questions de climat touchent à beaucoup de choses. Et nous, on a été très choqués, en fait, de se rendre compte parce que les chiffres sont là, on a les éléments, mais de se rendre compte qu'en fait les femmes ont été plus touchées, que ça n'était pas qu'une question d'âge, mais que c'est passé, ça n'a, enfin ça n'a pas eu d'impact en fait. Moi j'ai regardé après les plans Orsec, les plans canicules. En fait concrètement, il n'y a pas de mention des femmes qui peuvent être plus vulnérables. Elles sont plus vulnérables parce que elles vivent plus seules. Et en fait, elles cumulent des vulnérabilités à cause des rôles sociaux auxquels elles ont été assignées. En fait, en tant que femmes, elles cumulent des vulnérabilités. Elles vont vivre plus souvent seules. Elles vont être plus souvent aidantes. Donc leur énergie, l'énergie qu'elles devraient utiliser pour elles, va passer en fait à aider, que ce soit un mari, que ce soit un proche. Et l'épuisement en période de canicule, voilà, c'est un facteur de risque. Il y a la pauvreté. Les femmes sont plus pauvres que les hommes, parce que elles ont eu des salaires moins importants, des carrières qui ont été interrompues. Et en fait, Et donc leurs maisons sont mal isolées, voilà, donc elles ont plus chaud. elles sont dans des maisons moins bien isolées, elles ont moins de marge de manœuvre. Et du coup, voilà, tout ça, c'est une question très complexe en fait, qui était compliquée à expliquer. Ça aurait pris trop de place. Au début, on voulait vraiment en parler de manière plus détaillée, mais le fait d'être dans un récit et de vouloir transmettre des émotions et de vouloir rester fluide sur l'histoire des personnages et de les faire évoluer, il fallait pas non plus qu'on donne des espèces de leçons un peu journalistiques sur ce qui avait pu se passer. C'est pour ça que on n'a pas insisté là-dessus, mais c'est clairement un gros sujet. Le dernier rapport du GIEC dit bien qu'il y aura 2 à 3 fois plus de morts pendant les canicules qui nous attendent, qui vont se multiplier, les canicules vont se multiplier, les femmes sont disproportionnellement touchées. Il y a un moment, il va bien falloir prendre ça en compte aussi, et dans nos politiques publiques, et dans nos quotidiens, je pense. Là, c'est vraiment mon point de vue personnel. Hein, mais... Ouais.
Et c'est vrai que on avait beaucoup de chiffres, de statistiques, et on a aussi fait le choix à un moment en fait de se détacher de ça, parce que au début, je pense qu'en tout cas pour ma part, il y avait vraiment un truc où je voulais convaincre dans une approche extrêmement rationnelle des choses, et en fait je me suis rendu compte que c'était aussi un certain euh, rationalisme qui est à la base de plein de politiques hyper technocrates en fait et destructrices de l'environnement et qui prend pas soin des corps et des gens et que en fait on pouvait aussi aller vers quelque chose de plus lié à l'émotion et qu'en fait on toucherait aussi plus de personnes comme ça potentiellement. On voulait vraiment parler à un très grand public avec Vivace, donc c'est aussi un peu pour ça qu'on s'est dit, bah, en fait, il va y avoir de la chanson et de la poésie et plein de choses et c'est pas grave si on met pas cette statistique. Oui, c'est pas grave. Et puis en plus, dans la lecture, en effet, c'est fluide et on voit bien l'ensemble des références que vous avez, certes sur Nina Simone, sur la poésie, sur là les différentes luttes que vous avez citées. Et c'est très riche. Je crois que c'est aussi, je dirais, une force de Vivace de pouvoir nous apporter cette richesse dans la fluidité. Et peut-être revenir un peu sur quand même cette petite fille, Inaya, qui voilà, fait son parcours sur cette année et demie. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, d'Inaya? On se regarde. Qui commence? Vas-y, tu veux commencer? Ouais, Inaya, c'est une petite fille, on va dire, au début de Vivace, et on va la suivre pendant 1 an et demi. Et c'est ce moment, elle va vivre ce moment très délicat, en fait, de sortie de l'enfance, qui est un moment qui est très intense, où tout d'un coup, des épreuves compliquées vont se présenter à elle. Le monde se complexifie, se durcit, mais s'enrichit aussi d'autres choses. Et progressivement, elle va entrer dans l'adolescence et dans cette période où elle va se construire en tant que future adulte. Et c'est cette charnière, en fait, on avait envie de montrer l'importance de la transmission à ce moment-là et l'importance d'être aussi bien entouré, d'être soutenu. Et en même temps, l'entourage ne peut pas tout faire. Cette petite fille, Inaya, là aussi, elle va puiser en elle aussi la force dont elle a besoin pour avancer. Elle va connaître des épreuves difficiles, notamment une agression au collège, qui est finalement très malheureusement très classique, hein. Il lui arrive rien qui soit extraordinaire, malheureusement. Elle va être confrontée également à du racisme et voilà, pour moi, c'est une personne très attachante. J'adore Inaya, j'ai adoré la voir prendre vie sous les pinceaux, dans le dessin de Pauline. Et voilà, c'est une. Peut-être que quand je serai grand-mère, si un jour je suis grand-mère, je serai contente d'être la grand-mère d'Inaya et d'une petite fille incroyable comme ça. Ah, ouais. Bah ouais, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Et puis aussi, il y a du coup sa petite sœur qui est, bah, est moins présente parce qu'elle, enfin non, elle est plus petite, donc elle est moins dans tout ce qui est en train de se passer, où elle comprend peut-être moins de choses. Mais euh, elles deux et leur jeu, c'est aussi ce qui amène une bouffée de fraîcheur à l'histoire. Et l'énergie de Vivace, elle est aussi là-dedans, elle n'est pas que dans la lutte, elle est aussi dans tous ces moments-là. Et, et donc en fait, pour ce qui est de Mila, parce que leur duo fonctionne bien, enfin, moi ça m'a manqué, hein, tout d'un coup d'arrêter de les dessiner, de me dire mais en fait là c'est les dernières planches, c'est la dernière planche que je dessine avec elles deux, donc ça m'a fait drôle et donc oui Mila, elle prend moins de place dans le discours, mais par exemple j'avais envie qu'elle prenne sa place autrement. Et il y a un moment où elle joue de la caisse claire dans le jardin, et qu'il y a un instrument qui fait un bruit incroyable, quoi. Et tous les animaux s'enfuient. Et du coup, j'ai trouvé ça super aussi qu'elle prenne sa place par le bruit, par un instrument, ou en plus,
quand je cherchais des modèles sur Google Images, je voyais que des petits garçons qui en jouaient. Et du coup, je me suis dit, très bien, c'est parfait comme instrument. Elle va faire du bruit. Et voilà. Donc ouais, c'est aussi un peu la bouffée d'air frais de Vivace, leur duo. Ouais, j'avoue que moi quand j'ai découvert les dessins de Pauline sur leur jeu, enfin, je trouve qu'ils s'en dégageaient une énergie. Enfin, moi, j'ai adoré découvrir tout ça qui prenait vie. Enfin, tout d'un coup, elles avaient un relief incroyable, ce duo et ce trio et Mila, quoi. Elle est Mais trop aussi bien. parce que en fait, elle joue au même jeu auquel nous on jouait. Enfin, le coup des sorcières dans le jardin, ça sort pas de nulle part. Je pense que c'est aussi un jeu qui revient pour plein d'enfants. Mais ouais, voilà. Et puis en fait, ça les met sur une voie et on les voit pas dans les dernières scènes, mais on sait que en fait, elles sont dans une immense lutte et qu'elles sont en train de danser, de jouer de la musique et on se dit ok, elles sont bien parties. Enfin, pour moi, ça leur donne des bonnes bases et après elles font leur vie, quoi. D'ailleurs, je sais pas si c'est intéressant, mais ça me fait penser que au moment de la fin, en fait, on se demandait vraiment la fin. On avait fait une fin un peu plus réaliste, on va dire, et on se demandait après on s'est dit en fait non, il faut qu'on se dise bon, quel va être l'événement qu'on aimerait voir un peu advenir, la lutte qu'on aimerait voir advenir, quelque chose qui nous ferait plaisir à imaginer. Et puis du coup, on s'est mis à imaginer plein de choses, des choses qui n'ont pas été forcément retenues. Mais quand on s'était projeté, moi j'imaginais que Mila, elle serait genre hackeuse, que Oui, elle c'est allait, vrai. qu'elle allait être vraiment. Enfin, je l'avais imaginé genre incroyable à agir comme ça, un peu par des voix surprenantes pour nous, hein, parce que moi et l'ordinateur, tu vois, ça Ouais, fait quand même deux. Donc ouais, on des se grands pro- projets pour elle. on a des grands projets pour Mila et Inaya, clairement. Dans tous Voilà. les cas, on sent l'énergie quand vous les dessinez, et même dans ce qu'elles racontent et dans ce qu'on peut voir dans ce scénario, l'énergie de ces petites filles. On arrive à la fin du podcast. Le podcast s'appelle Mixing Génération. Et donc, comme vous l'avez compris, il porte sur la transmission entre les générations. Vous, qu'avez-vous envie de transmettre cette année? Moi, je me rends compte, bah là, par exemple, avec Vivace, en fait, j'avais plein de choses à dire et je les ai dites. Et admettons, enfin là, dans mon métier, je suis médiatrice culturelle à la Maison de la BD à Blois, donc toujours en lien avec la bande dessinée. Et c'est les premières fois que je me retrouve devant des classes ou devant des groupes, en fait, à donner des ateliers. Et je me rends compte que c'est hyper agréable de transmettre. Et ça, je l'avais jamais expérimenté vraiment face à face avec quelqu'un, que cette personne soit adulte ou plus jeune. Et je trouve ça assez génial en fait. Donc pour le coup, je suis un peu dans la transmission concrète de notions, de pratiques artistiques euh, et autres. Et puis après, ouais, l'envie d'agir aussi, effectivement. Mm. Toi, tu avais l'air inspirée. Tu voulais dire un truc. Ben, je dirais que pour moi, la question de la transmission, si on dit cette année, de manière très immédiate, elle se pose beaucoup par rapport à mon fils, qui est tout petit et qui va vivre dans ce monde que même les rapports du GIEC ne nous donnent pas vraiment. Je pense qu'on peut pas complètement se rendre compte. Et sachant ça, sachant également combien en fait les transmissions et les héritages ne sont pas aussi clairs que ça, on peut vouloir transmettre quelque chose à quelqu'un, à son enfant, et en fait se rendre compte il a eu l'exact inverse, parce que finalement, nous, on ressentait l'exact inverse, et que les enfants vont être très sensibles aux faits et à ce que leurs parents font, en fait. Et moi, j'avoue que la transmission, m'interroge beaucoup sur comment, moi, incarner et être vraiment convaincue de ce que je veux transmettre, en fait, à mon fils, et quel changement je dois opérer dans ma manière d'être avec lui, avec les autres. Comment, voilà. Je trouve que moi, ce que j'ai envie de transmettre, je dirais, c'est un ancrage et une cohérence qui peut être très compliqué à trouver dans notre monde où on est quand même, on a envie d'agir, mais en même temps comment on est face à des choses qui nous dépassent et on n'est pas tout puissant, donc de toute façon on ne pourra rien sauver, on ne pourra rien, mais on va quand même faire des choses incroyables et chacune à notre niveau.
Donc moi, c'est plus une question plutôt qu'une affirmation. Je ne suis pas forcément très sûre de ce que je veux transmettre, mais je sais qu'il va nous falloir de la cohérence et de la douceur, tout en étant convaincue de ce qu'on veut faire et être, et que c'est un grand travail là à mener. Oui, c'est vrai. Mais non, c'est un travail en effet sur lequel on peut semer des graines et réfléchir au fur et à mesure du temps pour être un peu plus ancré au fur et à mesure du temps. Merci à toutes les deux pour ce moment. Merci beaucoup pour cette invitation, c'est super, je suis vraiment ravie. C'est super chouette de parler de Vivace dans toute avec cette thématique-là, et j'ai hâte de découvrir les autres épisodes du podcast aussi. Ouais, je rejoins Pauline, c'est toujours hyper agréable de parler de Vivace, donc merci de nous avoir offert cet espace, et effectivement, je pense qu'on va écouter les autres épisodes avec beaucoup d'attention, on va suivre ton podcast. Merci d'avoir écouté Mixing Génération. N'hésitez pas à partager l'émission, à commenter l'épisode ou à nous envoyer vos questions. À bientôt.